Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes à ces journées d'études qui s'inscrivent dans notre résidence ici à l'INHA depuis mars et qui se poursuivent jusqu'au 23 juillet. Notre collectif s'est constitué autour de la question des lectures des artistes, de leurs pratiques et leurs usages de la lecture. Il rassemble à la fois des chercheurs et chercheuses et des artistes dans une volonté de mêler recherche et création et de favoriser et d'expérimenter la possibilité de leurs apports mutuels. Dans cet esprit, ces deux journées verront se succéder des communications scientifiques et des performances d'artistes. Je remercie les chercheurs et chercheuses, parfois artistes également, qui ont répondu à notre appel pour nous faire part de pratiques de lecture d'eux et d'elles-mêmes ou d'autres artistes pour nourrir nos réflexions. Quant aux performances que vous verrez, elles ont toutes été conçues et travaillées pendant notre résidence, pour la plupart dans la salle Roberto Longhi que l'INHA a mis à notre disposition au rez-de-chaussée et que vous aurez l'occasion de visiter lors des pauses. Certaines sont abouties, d'autres sont encore en travail, vous le verrez ce soir et demain. Ces journées d'études prennent la suite de notre premier événement de recherche au Centre Pompidou et à l'INHA qui était sous-titré « Que font les artistes de leur lecture ?» Ils s'intéressaient aux usages de la lecture pour faire œuvre. Ces deux journées, qui commencent maintenant, s'intéressent à ce qui relève plutôt de pratiques de lecture. Dans les communications et performances qui vont suivre, il s'agira de décrire et de mettre en œuvre des dispositifs et protocoles de lecture, dont le premier point commun est de produire moins des œuvres abouties, closes et uniques que des œuvres en évolution permanente, adaptables à des contextes différents, réplicables et parfois rejouées durant des années. Une première caractéristique de ces pratiques de lecture artiste est qu'elles mettent en jeu le corps lisant de l'artiste ou du public, qui lit ou dit le texte pour en faire lecture, qui active les mots par le son et ou le mouvement. Les yeux toujours, la voix souvent, le corps entier parfois. Il s'agit toujours d'une mise en geste, même minimale, de la lecture. Une autre caractéristique est qu'elles relèvent de l'expérience plus que de la contemplation d'un objet artistique et qu'elles s'inscrivent donc dans une durée qui est celle de la lecture. C'est le temps de lecture avec son rythme et ses pauses qui en déterminent la durée. Pendant 2 jours, nous allons donc nous pencher sur la lecture qui fait œuvre par elle-même, sur des œuvres qui existent en tant qu'acte de lecture, en tant qu'expérience de lecture. Nous allons examiner et assister à des pratiques de lecture qui se font entendre, qui font lire les autres et qui se partagent à travers des dispositifs et protocoles de lecture. Je voudrais faire la proposition à discuter de parler de dispositifs quand il s'agit pour les artistes de lire eux-mêmes ou elles-mêmes, et de protocoles quand il s'agit de faire lire un public. Les pratiques de lecture de l'ordre de la performance mettent en œuvre des dispositifs pour les artistes eux-mêmes et elles-mêmes, de la manière qui leur paraît adéquate pour transmettre un texte en l'enrichissant par sa mise en lecture. Le dispositif créé définit l'espace de la performance, son temps et anticipe ses effets. Dans Qu'est-ce qu'un dispositif, Giorgio Agamben note la nature essentiellement stratégique du dispositif, et il appelle dispositif tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Évidemment, aucun dispositif performatif ne saurait parfaitement anticiper ces effets, mais sa réitération permet de les ajuster au fil du temps en fonction de la réponse des publics précédents. Quand il s'agit de faire lire, les artistes élaborent des protocoles pour d'autres qu'eux-mêmes. Comme dans le cadre d'un dispositif, le protocole peut proposer un cadre spatial et temporel défini et strict et anticiper ses effets sur le public, mais le cadrage et les effets sont rendus plus aléatoires et moins contrôlés par le fait de l'intercession d'autres personnes et de possibles interprétations et réactions inattendues. L'issue de la mise en œuvre du protocole me semble plus ouverte, moins attendue. On adopte un protocole plutôt qu'un dispositif pour proposer une expérience, expérimenter avec d'autres et profiter de leurs apports, se laisser surprendre par des réponses et comportements autres que le sien. Il me semblait intéressant en introduction donc de proposer cette distinction entre dispositif de lecture et protocole pour faire lire. Ensuite, parce qu'il y aura moins de protocoles que de dispositifs pendant ces journées, je souhaitais vous faire part rapidement de protocoles de lecture auxquels j'ai été invitée à participer ces derniers temps dans cette salle pour alimenter notre réflexion. Les premiers ont lieu les 22 et 23 juin lors des journées d'études en lisant, en dansant, formes et pratiques de la lecture en danse organisées par Pauline Chevalier et Lou Forster, ici présents, qui interviendront cet après-midi. Fabien Monrose et Romain Panassier, tous deux choréologues et danseurs, ont fait se lever l'assistance pour lire et déchiffrer collectivement avec nos corps des partitions de la notation chorégraphique inventée par Rudolf Beneš.
Ce protocole simple prenait l'allure d'une initiation à la lecture de cette notation. Plus tard, pendant ces journées, Émilie Gallier nous a proposé le protocole suivant. Lire ensemble silencieusement, pendant 7 minutes 27, des pages de son livre comestible issu de sa thèse « Reading in Performance », lire en spectacle, avant de nous faire bruisser les pages en tordant le tas de pages que nous avions chacune et chacun dans les mains. D'autres protocoles de lecture ont été proposés par Jérôme Dupéra, ici présent aussi, Catherine Guiral, Laurence Farr, Laurence Catala et Brice Domingue lors de la journée Lecture artiste et communauté lectrice le 24 juin, dans le cadre de notre résidence toujours. Les 5 avaient constitué pour la journée une micro-bibliothèque rassemblée par les 5 autour de James Joyce et du cinéma, dont les pages ont d'abord été disposées au sol pour être lues dans un ordre libre au gré de nos circulations, silencieusement ou à voix haute, au choix. Nous avons ensuite défini ensemble des protocoles de lecture à partir des propositions de verbes faites sur une affiche préparée par des étudiants de l'Institut supérieur d'art de Toulouse. L'un d'entre eux consistait à faire un montage de textes, les textes étant choisis et lus à voix haute à tour de rôle par des duos de participants et participantes. Le texte résultant de ce montage a ensuite été lu dans son intégralité par 3 lecteurs et lectrices debout face à un pupitre. Deux autres participants se chargeant de débarrasser le lecteur ou la lectrice des textes dont elles et ils avaient terminé la lecture. Je voudrais signaler enfin la pièce de Quentin Mornay, qui est là également, qui est actuellement exposée dans la salle Roberto Longhi et que vous pourrez voir et lire pendant la pause. Quentin poursuit un travail d'après le Wojciech de Georg Büchner. La pièce intitulée « Portrait de Johann Wojciech en Arlequin » propose un portrait du personnage éponyme de la pièce de Büchner en combinant plusieurs formats et langages. Un masque mollé sur le visage, la photogrammétrie, la description du visage effectuée par un logiciel de reconnaissance faciale. Une branche d'arbre peint d'un bleu qui n'existe pas dans la nature et qui est utilisée dans le cinéma pour des effets spéciaux complète la pièce, élément végétal en contrepoint de ces langages artificiels humains. Quentin Mornay nous propose ici une sorte de protocole de lecture du portrait de Johann Wojciech dans ses différents langages. Les lectures performées suivant des dispositifs et les protocoles pour faire lire se distinguent aussi évidemment par des héritages et pratiques parentes différentes. Les pratiques relevant de la lecture performée ont une parenté avec des pratiques performatives dans le champ de l'art et de la littérature, telles que la conférence-performance, la poésie-action, et certaines formes de littérature hors du livre, dont le Festival Extra organisé par Jean-Max Collard au Centre Pompidou rend compte depuis sa première édition en 2017. J'en profite pour signaler qu'une soirée sera consacrée à la lecture artiste lors de l'édition du festival de cette année, le 10 septembre, avec Alexandre Jeffen, Philippe Parreno et Émilie Perrotto, qui est ici, et qui fera une version de cette performance demain. Les formes performatives de lecture sont, elles, héritières c'est toujours les mêmes, sont héritières des performances futuristes, dada et surréalistes, parmi lesquelles on dénombre de nombreuses lectures de manifestes artistiques et politiques et de poèmes. Selon Magali Nachtergel, actuellement, un esprit néo-dada et surréaliste souffle à nouveau sur nos temps incertains. Un vent de subversion, d'appropriation, de mélange des genres et d'inclusion des cultures autres. Ces formes performatives participeraient d'une tendance qu'elle observe selon laquelle, écrit-elle, dans la grande tradition des avant-gardes et de l'œuvre d'art total, la poésie et le poétique reviennent au premier plan, après quelques décennies de relégation dans les zones confidentielles du monde de l'art. Mais également, hors du champ de l'art, ces formes performées de lecture héritent de diverses formes historiques de lecture publique qui permettaient la transmission des livres et des textes avant l'invention de l'imprimerie et la démocratisation de l'alphabétisation, avant que la lecture silencieuse et individuelle devienne la norme. Quant aux manières de faire lire à travers des protocoles, elles héritent de certaines actions conceptuelles qui, écrit Rosalie Goldberg, ressortissaient davantage à la directive écrite qu'à la performance proprement dite. C'était un ensemble de propositions que le lecteur pouvait mettre en œuvre ou non. Goldberg cite par exemple les directives proposées par Yoko Ono dans sa contribution à l'exposition Information organisée au MoMA de New York au cours de l'été 70, qui demandait au lecteur de dessiner un plan imaginaire et de marcher dans une rue réelle selon ce plan. On pourrait aussi citer les protocoles de Sol Lewitt pour réaliser ces peintures murales. Donc voilà, Yoko Ono et Sol Lewitt comme exemple de protocole. Mais dans ces deux exemples, il ne s'agissait pas de faire lire, mais de faire d'autres actions.
Pour trouver des parentés avec des protocoles pour faire lire d'autres que soi, il faut plutôt se tourner vers des pratiques et méthodes de lecture pédagogiques, militantes et ou participatives, arpentage, ateliers, clubs et séminaires de lecture, dont s'inspirent largement les communautés lectrices de Jérôme Dupeyrat, mais aussi les Reading Seminars de Reinhard Genal et les groupes de lecture EAAPES, initiés au sein de The Cheapest University, menés par Clara Pacotte et Charlotte Ouette. Je voudrais enfin vous faire part d'une dernière réflexion suggérée par Lou Forster, portant sur le fait que ces pratiques de lecture proposent toutes, par rapport à une lecture silencieuse et individuelle, d'autres formes d'attention au texte. Elles proposent de nouvelles manières de se confronter au texte, elles sollicitent d'autres formes d'attention et d'écoute. Il me semble que c'est une piste à creuser dans notre moment, comme l'écrit Lionel Ruffel, citant Yves Citon et son ouvrage « L'économie de l'attention, nouvel horizon du capitalisme ». Notre moment caractérisé par ce qu'il est convenu d'appeler désormais une économie de l'attention, c'est-à-dire une économie dont le capital principal à conquérir, à partager, à se disputer, à préserver, est constitué de nos ressources attentionnelles. Les pratiques littéraires, auxquelles on pourrait ajouter les pratiques de lecture qui nous occupent pendant ces 2 jours, les pratiques littéraires sont loin d'être étrangères à cette économie de l'attention, bien au contraire. Ruffel suggère ensuite de s'intéresser aux ressources attentionnelles mobilisées par les expériences littéraires. Et nous pourrions, nous, ajouter celles mobilisées par les performances et protocoles de lecture. Pour illustrer le fait que les dispositifs et protocoles de lecture permettent de travailler différents régimes d'attention, prenons l'exemple du journal de Mathieu Blon, qui devait nous présenter un nouveau hors-série demain, mais qui s'est malheureusement blessé et qui ne peut donc pas être avec nous ces 2 jours. Journal est un projet qui a débuté en 2017. Mathieu Blon commande des textes à des personnes qu'il rassemble pour composer une revue. Ensuite, il mémorise et met en geste la revue, qui n'est publiée que de manière immatérielle, à travers son corps, selon 3 formats. À la table, dans le cadre de salon par exemple. On peut également commander une impression pour chez soi. Et le 3e format d'exposition se fait sous la forme d'une performance plus classique devant un public plus large. Dans le cas de la lecture à la table, sont reproduites les conditions de la lecture solitaire, mais la présence de l'artiste performant induit une relation qui s'instaure entre l'artiste et les spectatrices, qui force l'attention de ces derniers par l'attention accordée par l'artiste à la personne qui la regarde. Elle la regarde et s'adresse directement à elle. Dans le cas d'impression de journal, Mathieu Blon appelle des impressions ces différentes performances. Il imprime son journal. Dans le cas d'impression prévue pour un plus large public, il s'agit d'une lecture collective. L'adresse de l'artiste est collective, elle est diluée et elle permet aux personnes du public, si elles le souhaitent, d'être moins investies dans la relation qui s'instaure avec l'artiste, ce qui induit une attention autre et permet une écoute plus libre et permet aussi de s'extraire de la lecture comme on peut le faire lors d'une lecture solitaire pour penser ou digérer et ensuite reprendre le fil. Voilà, donc on pourrait, pendant ces 2 jours, examiner au fil des communications et performances qui vont suivre les régimes d'attention proposés et les manières de préserver, ménager, stimuler l'attention par les artistes. Je termine par un mot sur la catégorisation de manières de lire qui m'a permis de construire le programme de ces journées. J'ai proposé 6 manières: déplacer, partager, incorporer, performer, chorégraphier et répertorier la lecture. Il ne s'agissait pas d'opérer une catégorisation ferme, les enjeux de chaque artiste étant à tous les coups à la croisée des 2, 4, voire 6 de ces catégories. Il s'agissait plutôt de proposer un point d'entrée pour discuter des communications et performances rassemblées à un même moment de ces journées. Aujourd'hui, nous allons examiner 3 catégories de manières. Déplacer la lecture d'abord. Il s'agira d'observer des déplacements géographiques sur les trottoirs de ville, comme Jean-Christophe Normand, dont nous parlera Sally Bone dans quelques minutes. Barbara Bourchenin nous parlera de la déplacer face à la mer, comme le propose Marco Godino, ou dans un entrepôt au sol recouvert de poils d'animaux entrelacés, comme le fait Anne Hamilton. La deuxième catégorie est partager la lecture. Donc en début d'après-midi, tous les artistes et toutes les artistes dont il sera question pendant ces 2 jours sont évidemment dans une démarche de partager leur lecture. Mais nous allons examiner particulièrement dans les 2 interventions, d'abord avec Camille Boisaubert, comment l'artiste-éditeur utilise des outils éditoriaux et propose des protocoles pour influer sur ou conditionner l'expérience de lecture, la manière de faire lire les textes édités. Puis Oscar Salguero nous rejoindra en visio depuis Brooklyn pour partager sa lecture du livre Signal Crayfish de Christopher Orum, dont il est lecteur mais aussi commanditeur, puisqu'il l'a commissionné à l'artiste pour son exposition Interspecies Futures
au Center for Book Arts de New York qui s'est achevé le 26 juin dernier. Nous terminerons la journée avec la catégorie « Incorporer la lecture ». Pauline Chevalier et Lou Forster nous emmèneront dans le studio de danseurs et danseuses au moment où la chorégraphie s'incorpore à l'aide d'images et de textes sur papier. Et nous terminerons la journée par 2 lectures performées, 2 lectures incorporées, Caramel et Espace mes tortillements. Caramel de Zoé Philibert et Théo Illion est une lecture performée, chantée, aboyée du texte du même titre écrit par Zoé. Espace mes tortillements est une lecture musicale qui joue sur différents niveaux d'incarnation et d'incorporation de nouvelles de Hanoch Levin. Ces 2 journées seront modérées par Jérôme Dupeyrat, Jean-Max Collard et moi-même. Benoît Jaudoin, qui fait partie du comité scientifique de ces journées, aurait aimé y prendre part également, mais il n'a pas pu nous rejoindre de Montréal. Nous regrettons évidemment son absence. Et je vais commencer par céder la parole à Jérôme Dupeyrat, qui va modérer la matinée. Alors bonjour, comme Lison l'a indiqué, nous allons donc organiser le programme de ces 2 journées selon différents énoncés qui correspondent à des manières de lire. Nous commençons ce matin avec l'idée de déplacer la lecture. Donc il s'agira effectivement d'appréhender des formes de déplacement de la lecture dans l'espace, des déplacements géographiques, des déplacements spatiaux. Peut-être aussi des déplacements qui renvoient à l'idée de déplacer le texte hors de l'espace du livre parfois, mais c'est peut-être ce qu'est au fond toute pratique de lecture, un déplacement du texte hors de la matérialité de l'ouvrage ou du support qui l'accueille. Peut-être déplacement aussi en certaines circonstances, on le verra, de la lecture vers d'autres pratiques, l'écriture, la divination, etc. 2 invités vont se succéder, Sally Bonne et Barbara Bourchenin, pour envisager cette question du déplacement de façon très différente, enfin de 2 façons différentes en tout cas. Nous commencerons dans un instant avec l'intervention de Sally Bonne, qui est maître de conférence en esthétique à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens. Sally Bonne a une pratique d'écriture qui va de l'écriture critique et théorique à une écriture parfois fictionnelle. Elle est également commissaire d'exposition. Elle a une pratique qui rejoint également, enfin qui inclut la conférence performée, qui donc à bien des égards croise les pratiques et les questionnements dont on parle dans notre contexte. Elle a fondé ou cofondé plusieurs revues, dont une en particulier, la revue NZ, qui explore les liens entre les pratiques artistiques et les pratiques d'écriture. C'est également un sujet auquel elle consacre des émissions de radio sur la plateforme du radio, le studio des écritures et d'Ivoire en l'occurrence. Cette question de l'écriture est en fait au centre de ses recherches. D'une part, elle a publié un ouvrage de référence sur les écrits d'artistes, les mots et les œuvres aux éditions du Seuil. Et elle est également directrice d'une collection d'écrits d'artistes aux éditions Macula, la collection Les Indisciplinés. Et actuellement, ses recherches portent sur les gestes d'écriture dans les pratiques artistiques contemporaines, à travers plusieurs projets en cours de colloques, expositions, publications. L'intervention qu'elle propose ce matin va porter sur le travail de Jean-Christophe Normand. À travers la pratique de cet artiste, il s'agira de penser une pratique d'écriture, en l'occurrence, comme un mode de lecture particulier, qui advient, on va le voir, par un déplacement du texte, par un déplacement de l'artiste, par un déplacement des lecteurs et des lectrices, et qui donc met en jeu différents motifs que Sally Bonne va exposer lors de son intervention. Nous poursuivrons juste après cela avec l'intervention consacrée, intitulée « Conteuses et conteurs benjaminiens ou benjaminiennes dans l'art actuel », proposée par Barbara Bourchenin. Barbara Bourchenin est Prague à l'université de Bordeaux et docteur en art. Donc Prague, c'est-à-dire professeur agrégé d'art plastique. Ses recherches portent sur les livres, les bibliothèques et les dispositifs de lecture dans l'art actuel. C'est un sujet à propos duquel elle a consacré plusieurs
textes, publications dans des revues et ouvrages collectifs, à propos notamment de Jérémy Bennequin, de Marcel Brouters, d'Hubert Duprat, d'Anna Milton, dont il sera notamment question dans son intervention, de Michael Spichler, Jean-Paul Thibault ou encore Tout Van Tran. À travers ces différents travaux, elle se pose notamment la question de la façon dont il est possible de s'orienter à la fois dans une bibliothèque et dans une œuvre, et dans l'une à travers l'autre. Barbara Bourchenin avait déjà participé à la première, aux premières journées d'études organisées. Alors c'était en 2018, en 2019, je me souviens plus, 2018, voilà, que Lison a mentionné tout à l'heure, que feront les artistes de leur lecture. Donc nous sommes ravis de la retrouver pour poursuivre, approfondir ces questionnements. L'intervention qu'elle propose va explorer l'idée d'appréhender l'acte de lecture comme une découpe et la possibilité d'interroger les fondements divinatoires de la lecture lorsqu'elle est pratiquée par certains artistes plasticiens ou artistes plasticiennes. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais on aura évidemment l'occasion à la suite des interventions de pouvoir en discuter. Donc je cède la parole à Sally Bonne. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jérôme de cette présentation et merci à toute l'équipe et tout le comité de cette invitation à participer à ces journées. Donc je propose une intervention sur le travail de Jean-Christophe Normand, la lecture et l'espace. J'expliquerai après d'où vient cette formule. Mais en fait, je voulais ouvrir cette intervention avec cette image découverte il y a quelques mois dans l'église San Lorenzo Maggiore à Naples, dans une petite alcôve, ce moine lisant avec tant d'étonnement. Et c'était à une période, évidemment, où les musées étaient fermés, donc il y avait que les églises qu'on pouvait visiter. Et ce petit moine apparu au détour d'un couloir, près d'une porte, un peu cachée et mal éclairée, m'a frappé à la fois par son étonnement à lui, à la lecture qu'il fait d'un livre dont on ne saura rien, évidemment, et aussi parce qu'il me renvoyait à mon propre étonnement face à cette découverte et aussi face au fait de revoir des œuvres, des images dans un contexte où on n'en voyait plus. Donc son étonnement de lire, ses yeux écarquillés, sa concentration et ce corps enroulé autour du texte qu'il lit. On peut évidemment projeter sur ce qu'il est en train de lire. On peut imaginer, on peut supposer, texte scandaleux, texte licencieux. Il est manifestement en train de découvrir quelque chose qui non seulement l'absorbe, mais l'étonne au plus haut point, suscite même peut-être une forme de crainte. Pas cet étonnement au sens qu'on donne actuellement à ce mot qui manque singulièrement d'intensité, non, un étonnement fort, au sens que donnaient à ce terme les philosophes du sublime, et le philosophe anglais Edmund Burke notamment, en premier lieu, pour lequel l'effet du sublime porté à son plus haut degré est l'astonishment. Donc, dans sa recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, Burke note que plusieurs langues, je le cite, utilisent le même mot pour signifier indifféremment les modes de l'étonnement ou de l'admiration et ceux de la terreur. Les Romains se servent du verbe stupeo, terme qui marque énergiquement l'état d'un esprit étonné, pour exprimer l'effet de la simple crainte ou de l'étonnement. Le terme atonitus, foudroyé, exprime bien également l'alliance de ces idées, et étonnement, en français, astonishment et amazement, en anglais, ne montre-t-il pas clairement l'affinité des émotions qui accompagnent la peur et la surprise ? Fin de citation. L'étonnement est en effet une des causes et un des effets du sublime. Je n'ai pas le temps de développer ici cette question du sublime, c'est pas tout à fait mon sujet, mais la particularité du concept de sublime, qui est né au 1er siècle après Jésus-Christ avec Longin, remis à l'honneur au XVIIe siècle, puis fondamentalement au XVIIIe, marquant par là la naissance de l'esthétique, c'est que ce concept est à la fois un effet et une cause, selon une causalité circulaire qui fait qu'il engendre la pensée qui le découvre. Bref, le sublime est passionnant, et Burke le développe à partir du terrible, mêlant la crainte et l'admiration, du positif et du négatif. Et Burke n'aura d'ailleurs, tout au long de sa recherche, tout au long de la recherche, n'aura de cesse de définir un plaisir qui ne soit ni simple ni positif, ce fameux delight burkien, ce délice, qui est la manière aussi dont un sujet est affecté. À San Lorenzo Maggiore da Naples, donc le moine lit un texte dont on ne saura rien,
et ses yeux écarquillés disent tout à la fois son étonnement, sa crainte, son admiration. Il semble bien affecté par ce qu'il lit, affecté même littéralement transporté par ce qu'il lit, dans un étonnement, une forme d'étonnement de la lecture qui engage tout le corps. Alors bien sûr, il est là derrière son livre, pris dans une alcôve de pierre, mais en même temps, il semble engagé physiquement dans sa lecture, son corps entier pris, enroulé, ai-je dit tout à l'heure, autour du texte. Il semble aussi éprouver, on peut le supposer, ce fameux delight burkien, un étonnement mêlé de terreur et d'admiration à la lecture. Un étonnement qui mobilise donc le lecteur. C'est un moine, et le voyant ainsi courbé autour de son livre, on pense aussi aux scribes du Moyen-Âge, à leur corps recourbé, à leur tâche infinie, à l'épreuve physique de la lecture, de l'écriture, qui accompagne celle de la lecture. Dom Leclerc, moine bénédictin, auteur de L'amour des lettres et le désir de Dieu, initiation aux auteurs monastiques du Moyen-Âge, qui est cité par Tim Ingold dans Une brève histoire des lignes, écrit que, je le cite, la lecture désigne une activité qui, comme le chant et l'écriture, occupe tout le corps et tout l'esprit. La cognition et l'exécution sont pour les scribes du Moyen-Âge non pas deux choses opposées, mais deux aspects du même phénomène. Celui qui était désigné pour lire un texte, écrit Leclerc, devait, je le cite encore, le faire avec tout son être, avec son corps, puisque la bouche le prononce, avec la mémoire qui le fixe, avec l'intelligence qui en comprend le sens, avec la volonté qui désire le mettre en pratique. On le sait, c'est un travail difficile, exigeant, dont témoignent les moines copistes. Vous ne savez pas ce que c'est d'écrire, dit l'un d'eux, c'est une corvée écrasante qui vous courbe le dos, vous obscurcit la vue, vous rompt l'estomac et les côtes. Il faut, vous le savez, des mois et des mois pour faire un seul livre. Et ce sont ces moines recourbés sur leurs tâches, les preuves physiques de leur travail acharné, qui me conduit au travail de Jean-Christophe Normand dont je voulais parler aujourd'hui. J'en viens maintenant à son œuvre, une partie du moins dont je voudrais montrer qu'elle prend sa source dans cette forme d'étonnement de la lecture qui engage le corps et qui le mobilise. L'artiste Jean-Christophe Normand arpente les rues des villes en écrivant à la craie les pages d'un livre, Ulysse de James Joyce. Sa pratique d'artiste est multiple, et il y a eu d'autres livres et d'autres auteurs, Borges, Proust, Duras notamment, depuis, mais c'est avec ce livre-ci que le projet a commencé en 2012, un projet intitulé Ulysses A Long Way. Il s'est déroulé, et là j'utilise le mot à dessein, il s'est déroulé littéralement dans les rues de Tokyo, de Marseille, de Phnom Penh, de Palerme, de Gdansk, de Malaga, d'Hiroshima, de Grenoble, de Metz, de Trieste, de Madrid, de Paris, d'Istanbul, et peut-être que j'en oublie. Selon toujours le même protocole, le même livre, dont les pages, de plus en plus abîmées, car manipulées, servent de boussole. Je vais détailler plus loin cette œuvre au long cours qui relève de la performance en un sens le plus large, et on y reviendra peut-être. Mais on peut considérer cette expérience comme liée à l'écriture, puisque le geste mis en œuvre est un geste scriptural, la main traçant les mots d'un auteur et les recopiant. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle est habituellement présentée. Mais je voudrais proposer de la penser comme un mode de lecture particulier. À le voir faire, on peut dire qu'il écrit, qu'il réécrit, mais en fait il lit. À travers l'œuvre de Jean-Christophe Normand, en partant de l'exemple de Ulysses A Long Way, je voudrais aborder différents motifs d'une lecture artiste, une lecture gestualisée, une lecture incorporée, une lecture pratiquée et enfin une lecture mondanisée. Jean-Christophe Normand propose par son travail une singulière pratique de lecture et de lecteur, où lire se transforme en acte artistique qui passe par le corps de l'artiste, qui est devenu un média ou un véhicule. La dérive à travers la page se métamorphose en dérive géographique, c'est une écriture, lecture au long cours. Mais avant de développer ces différents motifs d'une lecture artiste, je voudrais m'attarder un moment sur le livre choisi pour cette expérience. C'est pas n'importe quel livre. Ulysse de Joyce est pour l'artiste, pour Jean-Christophe Normand, le livre de l'entrée absolue dans la modernité. Et c'est une aventure. Difficile de ne pas penser que c'est l'étonnement, au sens burkien, qui a guidé son choix.
Étonnement donc de cette langue de Joyce, de ce voyage, de cette odyssée, de la déambulation erratique de Stéphane Dédalus, de Léopold et de Molly Bloom. Un étonnement qui ne cesse de se renouveler à travers chaque lecteur, à travers chaque lecture. Rappelons que le livre fait scandale à sa parution, qu'un procès pour indécence est mené à l'instigation de la société new-yorkaise pour la répression du vice. Condamné en 1921, Ulysses va être banni pour 13 ans de l'univers anglo-saxon jusqu'à ce qu'un autre juge new-yorkais en décide autrement en 1933. Rappelons-nous le moine napolitain et son étonnement. Ce livre a intimidé Jean-Christophe Normand. C'est ainsi qu'il en parle. Il en a tenté la lecture plusieurs fois et c'est par l'intermédiaire de Jack Kerouac qu'il l'a sorti de sa bibliothèque. Kerouac l'invitait à une expérience physique de la lecture de Joyce, mais sans doute aussi au déplacement. L'idée lui est ainsi venue de déplier le livre sur l'ensemble du globe, de tracer le fil continu du récit en une ligne, interrompue par la géographie, par ses itinéraires. Dans la lecture, comme dans le récit de voyage, c'est en cheminant qu'on se souvient. Tim Ingold, toujours dans Une brève histoire des lignes, écrit ceci: un texte, un récit ou un voyage est un trajet qu'on accomplit et non un objet qu'on découvre. Le livre n'est pas une découverte. Et Jean-Christophe Normand l'a lu et relu. Il a lu et relu les pages d'Ulysse avant de le réécrire et de le recopier. Et donc c'est moins une réécriture qu'une relecture. Je voulais insister un petit peu aussi sur cette notion de relecture. L'historienne et écrivaine Laure Murat, dans un ouvrage intitulé « Relire une enquête sur une passion littéraire », s'est intéressée à ce qu'elle considère comme une passion, celle de la relecture. Je la cite: « Si la relecture porte à chaque fois en elle sa mission particulière, elle est presque toujours désir et promesse de déchiffrement. Relire d'abord, relire encore, un poème, un roman, un essai, plutôt que de se précipiter sur une littérature de commentaires le plus souvent inhibitrice, quand il faut en priorité se saisir soi-même du sens d'un texte, lequel gît toujours dans le texte lui-même, à condition de le relire autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le jour se lève sur la page. » Fin de citation. C'était cette dimension du saisissement soi-même du sens d'un texte, qui peut être entendu là de manière littérale. En l'occurrence, chez Jean-Christophe Normand, en passer par la main, par le corps dans l'espace, par la craie sur les mains et la proximité du sol, par les bruits environnants, par les passants. Jean-Christophe Normand a découpé l'objet du livre dont il se sert pour réécrire au sol, à la craie, les pages sélectionnées. Il opère un séquençage, une sorte de lecture en arpentage, mais qui serait là déployée dans l'espace et qui serait en plus solitaire. « Je ne choisis pas le morceau ou le nombre de pages, dit-il. Je reprends là où je me suis arrêté la fois d'avant, dans le livre, et où j'ai entouré le dernier mot. Je réécris la totalité du livre. Il le fait dans plusieurs villes que j'ai citées tout à l'heure, suivant une ligne imaginaire qui traverse le monde. Il n'y a pas de rendez-vous, pas de convocation d'un public, pas de déclaration du caractère artistique du geste. C'est donc une forme de lecture gestualisée. Les lignes sont écrites à la main, à même le sol, parfois sur les murs, le corps toujours totalement impliqué dans l'écriture à la craie. Il est guidé par la qualité des sols, trottoirs ou routes. Il a, dit-il, besoin de revêtements assez lisses. Il tient la craie dans la main gauche, le livre dans la main droite, et il suit les lignes au fil de sa lecture. Sa propre lecture du livre de Joyce, qui passe par son déplacement dans l'espace, par la manipulation de l'objet, qu'est le livre, en l'occurrence un livre de poche. C'est une lecture aussi intériorisée et silencieuse, plus ou moins parce qu'on va le voir, j'ai un petit film où on le voit en train de procéder à cette expérience. On l'entend murmurer aussi. Il murmure, enfin il lit, il est en train de lire, il répète les mots du texte en les écrivant. Donc c'est une lecture intériorisée et presque silencieuse, mais aussi gestualisée par la lenteur du geste, par la transcription en une écriture manuscrite des lignes tapuscrites. C'est un geste paisible, dit-il aussi, un geste modeste. Il est courbé dans la position du scribe, un geste qui disparaît aussi, qui ne laisse pas de traces, sinon celle du moment. C'est un geste calme, dans lequel tout le monde peut entrer.
d'une certaine manière, et puisque ça a été évoqué tout à l'heure, l'inverse d'un dispositif tel que Agamben l'a pensé. C'est aussi une lecture incorporée, et j'en viens à mon deuxième motif de la lecture artiste par Jean-Christophe Normand. La lecture, écrit Maurice Merleau-Ponty dans La prose du monde, est un affrontement entre les corps glorieux et impalpables de ma parole et de celle de l'auteur. Jean-Christophe Normand rend palpable, justement, cet affrontement, puisqu'il lui donne corps, en l'occurrence le sien. Il est modifié par ce qu'il lit écrit, modifié physiquement. Le corps courbé, la craie, la crasse sur les doigts, le sol, la pluie, la chaleur ou le vent, c'est une lecture d'extérieur, de marche. Il lit en écrivant et il est confronté aux éléments. Le livre dans la main droite, je l'ai dit, la craie dans la main gauche, le regard au sol. Sa lecture est une lecture d'incorporation. Les conditions sont importantes, les sons, le mouvement, les gens autour de lui. La lecture, dit-il, c'est un truc très physique, je le cite. C'est une expérience qu'il a du mal d'ailleurs à nommer performance, parce que c'était aussi, et il le raconte comme ça, une épreuve physique énorme. Il a ressenti un profond épuisement physique. Il a pourtant été rompu au sport de haut niveau parce qu'il était, dans une vie antérieure, il était alpiniste. Et donc l'engagement du corps, il connaît. Et c'est une profonde... Pour autant, c'est une épreuve physique intense, dit-il, et énorme, et c'est aussi une profonde concentration qui s'enclenche dès lors que démarre le geste, avec une attention au son aussi de la ville qui est amplifiée. Les sons de la ville qui entrent même dans la matière de son écriture. Et c'est aussi cette dimension d'incorporation de la lecture, c'est aussi que le geste d'écriture et le geste de lecture par ce geste d'écriture est toujours accompagné de tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire à la fois évidemment de l'environnement atmosphérique, des conditions atmosphériques, mais aussi des déplacements des gens autour de lui, des paroles qu'il entend, des interventions qu'il y a, parce que parfois on lui demande ce qu'il est en train de faire. Il répond aux questions qu'on lui pose tout en continuant à écrire. Et donc cette lecture incorporée, elle est issue d'une sorte de perception étrange, d'un mélange en fait du texte qui écrit dans la lecture, dans la réécriture, dans les paroles entendues. Donc il y a une forme aussi d'intégration de la langue de l'autre. Mais cette langue de l'autre, c'est aussi bien la langue de l'écrivain que la langue des passants qui l'entourent. Donc cette manière d'incorporation, elle comprend aussi bien le texte de l'auteur qui est réécrit et lu dans cette réécriture que l'ensemble des sons environnants. Le corps entier devient aussi une forme de média, une sorte de média. Les bribes de texte se mélangent au corps des lecteurs et c'est lui qui l'exprime aussi. Il y a une dimension presque charnelle de ce rapport au texte. En général, et je le cite, lui, ce sont des temps qui sont longs. Cela dure parfois une journée entière, dans le cas où je fais vraiment corps, dit-il, avec la ville, comme ce fut le cas à New York ou à Phnom Penh. Troisième motif de lecture, c'est une lecture pratiquée. Alors, je reprends cette notion de lecture pratiquée à Michel de Certeau dans l'Invention du quotidien. Il y a espace, écrit Michel de Certeau, dès qu'on prend en considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable du temps. L'espace est un croisement de mobiles. Dans la pratique de Jean-Christophe Normand, le geste d'écriture, réécriture, le geste de écriture, réécriture, lecture, tient compte naturellement de l'espace. Il ne décide pas de son parcours, il évolue à l'instinct dans le moment de la découverte. Son mode de lecture est une pratique spatiale, une chorégraphie urbaine, il suit le fil du texte. La lecture devient par là un art de l'espace. En somme, et je cite encore Michel de Certeau, l'espace est un lieu pratiqué. Ainsi, la rue, géométriquement définie par un urbanisme, est transformée en espace par des marcheurs. De même, la lecture est l'espace produit par la pratique du lieu que constitue un système de signes, un écrit. Fin de citation. La lecture devient par là un art de l'espace et il s'agit bien, pour Jean-Christophe Normand, de voyager dans les livres, de marcher avec un livre, de marcher dans un livre. Rappelons-le, Ulysses de Joyce est un voyage dans une ville le long d'une journée.
Dernière modalité de lecture, une lecture mondanisée. Pour les lecteurs du Moyen-Âge, le texte était comme un monde qu'on habite, et la surface de la page comme un pays à parcourir. C'est encore Tim Ingold qui évoque cette pratique d'une lecture le long d'un trajet. Le lecteur suit les lettres et les mots, comme le voyageur suit les pas ou les balises qui jalonnent son trajet. Le trajet de Jean-Christophe Normand s'est fait sur presque tout le globe, suivant une ligne, la ligne d'écriture qui suit celle de sa lecture, allant de ville en ville. Et puis, la lecture du public, celui qui passe autour de lui, qui peut suivre la ligne, déchiffrer les mots inscrits, qui peut l'interrompre, lui parler, le regarder ou passer sans le voir, puisqu'il est au sol. Il s'interrompt quand les gens lui parlent, il répond aux questions, on le verra tout à l'heure. Un geste lent et continu qui se mélange au monde, aux individus qui le croisent, qui lui parlent, qui se parlent. Enfin, cette lecture que l'artiste fait de l'œuvre de Joyce, si elle reste silencieuse, n'en est pas moins mondanisée. L'épreuve de la lecture a été conduite. Alors, vous connaissez bien sûr le film de Dora Garcia, de Joyce's Society, qui, en 2013, montrait dans une pièce unique, garnie de livres et de posters de l'écrivain, des amateurs passionnés se donnant rendez-vous de manière très régulière pour étudier, page après page, ligne après ligne, un autre texte de Joyce qui est Flanagan's Wake, rassemblés dans un intérieur pour une lecture partagée et parlée. Ce qui me semble, c'est que la pratique de la lecture, telle qu'elle est proposée par Jean-Christophe Normand à travers cette expérience-performance dans l'espace, en est l'exact opposé. C'est-à-dire que la chambre à soi, qui permet lecture et écriture, est là, dans la pratique de Jean-Christophe Normand, retournée comme un gant pour devenir le monde au sein et le long duquel lecture et écriture s'actualisent. C'est une attention, puisqu'il a été question des régimes d'attention, c'est une attention particulière au texte, une attention, dans ce cas, mondanisée au texte. Ce projet est arrivé à son terme. Il a mis 10 ans, mais Jean-Christophe Normand a lu l'intégralité, a lu et relu l'intégralité du livre de Joyce, Ulysse. Le livre a été intégralement recopié pendant une période de 10 ans. Les dernières pages ont été écrites dans les rues de Marseille, il y a très peu de temps, ces dernières semaines. Le livre, en fait, il y en a eu plusieurs, en français, en anglais, plusieurs exemplaires en français et en anglais, puisque, peut-être que vous l'avez remarqué, mais dans les rues, notamment de Phnom Penh, le texte original en anglais. Et le livre, donc, le dernier exemplaire, a fini frotté contre les murs de la ville, les pages déchirées, s'envolant pour disparaître. Il en a actuellement et définitivement fini la lecture. Je voulais pour finir cette intervention vous montrer, pas l'intégralité parce que c'est un petit peu long, mais quelques minutes, les premières minutes d'un film qui a été réalisé sur cette expérience et qui permet de voir justement comment ça fonctionne et aussi comment il est en fait dans l'espace de la ville.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous écrivez? Du 10. Mais ça va prendre beaucoup 2013. de temps. Jusqu'à où? Depuis 2013, dans différentes villes. Ah, dans différentes villes. Voilà, je voulais juste vous montrer ce passage où il est interrompu par quelqu'un qui lui demande ce qu'il est en train d'écrire et qui s'étonne de la longueur, évidemment, du temps à la fois du temps d'écriture et puis du déploiement dans l'espace. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui. Alors, en fait, il écrit comme s'il écrivait sur un cahier. Il écrit pour lui. Il cherche pas à avoir une graphie particulière pour que ce soit lisible pour les autres. C'est plus ou moins lisible selon le temps en fait qu'il a passé au sol. Les premières phrases sont plutôt lisibles. Quand il arrive à la fin d'une journée, ça devient quasiment illisible en fait, parce que c'est aussi j'évoquais cette intensité en fait de l'épreuve physique. Elle se ressent aussi dans en fait l'écriture, dans la graphie. Mais enfin, c'est une question que je lui ai posée. Hein. Il ne cherche pas à prêter une attention particulière pour que ce soit lisible. Il écrit comme il écrirait. Voilà. C'est juste un tout petit peu plus grand que s'il écrivait sur une feuille, puisqu'il écrit à la craie au sol, mais pas beaucoup plus grand non plus. Ça peut durer une journée entière. Comment? Alors, je pense qu'il s'arrête pour manger un sandwich, il s'arrête un petit peu pour boire de l'eau, il s'arrête éventuellement pour répondre aux questions. Mais sinon, c'est des temps comme ça qui sont déployés, en plus sans plan préalable. Alors, je ne l'ai pas montré parce que je n'avais pas les images, mais il se trouve qu'à posteriori, parfois, il fait un plan du trajet qui a été le sien. Mais Voilà. il ne le sait pas à l'avance, ça. Il n'a pas Il ne le sait déterminé pas à un l'avance, il ne parcours. décide pas. C'est-à-dire qu'en fait, il écrit vraiment, il reste, on voit bien, il se lève quasiment pas. C'est-à-dire qu'il se lève pour se déplacer un petit peu, mais il n'y a pas ce moment aussi comment dire, de distance, de prise de distance avec l'espace environnant. Il est complètement à l'intérieur du texte et vraiment au sol. Et donc, le choix du trajet qui est le sien, il est plutôt lié à la disponibilité des espaces qui sont autour de lui, en fait, de manière un peu immédiate. Hein, traverser une rue, bon, il suit plutôt dans les rues des villes, il suit plutôt les trottoirs, mais on voit, il y a des images, notamment à Phnom Penh, je crois, où il traverse, il est vraiment sur des routes, en fait. La dernière question, est-ce qu'il y a une cartographie qui peut être consultée de travail qu'il a fait, par exemple? Il y a des images, il y a quelques images en fait de plans qu'il a fait dans certaines villes où voilà, il a tracé son propre trajet. Mais ça, il l'a fait après. Et il a aussi, mais ça pas sur Ulysse, sur un autre projet d'écriture qui était autour de Picasso et un texte qui était un texte. J'ai oublié l'auteur, pardon. C'était un historien de l'art qui avait écrit sur Picasso. Il a repris ce texte-là, qu'il a réécrit dans plusieurs villes, Madrid, Malaga. Parfois, il va dans les villes et puis il fait les deux projets. C'est-à-dire qu'il fait Ulysse et puis après, il fait un autre. En l'occurrence, il avait fait ce projet autour de Picasso. Et là, par contre, il a fait un plan, en fait, qui était un plan qui avait été fait en amont, puisqu'il voulait que son déplacement, en fait, dessine une figure. Donc son déplacement dans les villes entre Paris, Madrid, Malaga et je crois qu'il y avait peut-être Rome aussi, dessinait une figure qui, sur un plan, en fait, était lisible. Et reporté sur le terrain, faisait un trajet particulier. Nous avons une question par ici, je crois. C'est mieux pour que tout le monde entende, je pense, sans vouloir poser le micro. Bon, d'accord. Tu as parlé du sublime au départ et de l'étonnement.
Et quand on a parlé de son écriture, je pense que son écriture, il ne tient pas en compte la qualité de l'écriture, parce qu'il y a quelque chose de l'intime dans cette écriture, dans cette façon d'écrire. Et je voudrais que tu nous parles un peu plus sur ça. Quel rapport il a avec l'intime dans son travail? Dans son, oui. Parce qu'il y a quelque chose entre l'intime et ces cartographies extérieures. Comment ça joue ça? Moi, il me semble que là où il se place, c'est justement ce caractère de silence qui entoure sa pratique, ce que tu nommes l'intime. Il me semble qu'il se trouve là. C'est-à-dire qu'en fait, une lecture, c'est souvent une lecture intime qu'on fait d'un texte. Et là, en plus, d'autant plus que ce texte-là lui a été difficile. Que d'une certaine manière c'est un texte qui lui résistait, et que cette résistance-là, il l'a c'est pas combattu, je sais pas si c'était avant, en tout cas il l'a abordé en fait en s'inscrivant dans cette brèche entre une pratique extrêmement intime d'un texte qui est celui de la lecture et éventuellement de la réécriture, parce qu'il y a c'est pas le seul à avoir une pratique de, on va dire, recopillage, comme on disait à l'école, de recopillage d'un texte. Sauf que là, il le fait dehors, dans l'espace, dans un déploiement physique et spatial et géographique qui est extrêmement large, et en plus qui est aussi un déploiement public. Enfin, il y a une dimension très publique. Donc, il se situe dans cette brèche-là, qui est dans un écart absolu entre l'intimité de sa lecture et le déploiement dans l'espace et dans le temps en plus, hein, puisqu'il a quand même mis 10 ans à le lire, hein. Enfin, à le relire, quoi, enfin, et à l'écrire. Est-ce qu'il y a de la part de Jean-Christophe Normand une tentative volontaire de trouver une forme de correspondance peut-être entre la pratique qu'il déploie, la forme qu'il déploie, la façon de faire, disons plutôt, et l'écriture de Joyce dans Ulysse? Je pense au fait que Ulysse a d'abord été publié sous la forme d'un feuilleton, en fait, d'épisodes il parle d'épisodes d'ailleurs plutôt que de chapitres, Joyce, pour désigner les 18 sections, disons, du livre. Et puis le fait aussi qu'il y a dans l'écriture de Joyce, dans ce livre, dans la syntaxe notamment, une tentative de retranscrire le point de vue intérieur, la pensée des deux protagonistes principaux, et qui peut-être peut se mettre en relation, mais c'est possiblement une lecture complètement a posteriori et abusive de ma part, mais avec ce que tu avais l'air de décrire, qui est qu'il y a aussi tout ce qui se passe autour de l'artiste qui vient être incorporé, comme tu l'as dit, et donc un point de vue qui est très subjectif, qui est celui de sa pensée en train d'écrire, qui se laisse contaminer par l'extérieur. Mais à laquelle on n'a pas accès, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on reste à la fois, on peut être éventuellement spectateur de cette situation qui est en fait sa propre expérience. C'est-à-dire qu'il nous rend spectateur de son expérience de lecture et de son expérience effectivement d'incorporation comme ça d'un univers extérieur. Sur ta question qui porte sur le texte lui-même, je ne saurais pas te dire, parce qu'en fait, il a fait, comme je l'ai dit, hein, il a fait Borges, il a fait Proust, il a fait Duras, et je n'arrive pas à savoir si il y a une espèce d'antériorité du rapport au texte de Joyce qui aurait initié cette pratique-là et qui se serait en fait déployée avec d'autres textes, ou c'est simplement une rencontre, et puis qu'il y a d'autres rencontres avec d'autres textes. C'est une question qui me reste à lui poser, merci. Je t'en prie. Une question ici. Merci beaucoup pour cette présentation. J'étais vraiment très intéressé de découvrir le travail de Jean-Christophe Normand. J'ai une chose qui m'a frappé dans les images et dans le film, qui est une dimension sur laquelle vous insistez un petit peu moins, c'est le fait que ces écrits se font dans un espace qui est lui-même un espace extrêmement graphique, qui est celui de la ville. Et je pense notamment à tous les travaux sur les écrits exposés dans l'espace urbain, vis-à-vis duquel la vidéo montre aussi que c'est un écrit parmi d'autres écrits. Et l'autre chose que je trouvais très beau, c'était cette accroche effectivement sur ce corps enroulé autour du texte. Et effectivement, j'étais très surpris par cette citation de Merleau-Ponty parlant d'affrontement. Et effectivement, ce qui est proposé comme type d'affrontement, si on retient, disons,
cette figure-là, c'est aussi une figure d'enroulement et donc de prise avec le texte. Hein. Donc une manière d'entourer ou de s'agripper à un corps. Je trouve que c'est une figure d'affrontement qui est pas celle du face-à-face, que je trouvais très, très belle. Et la dernière chose que je trouvais assez marquante dans la manière dont il écrit dans l'espace, c'est le fait qu'il est gaucher. Oui. Et donc que ça organise en fait son corps et le fait d'avancer. S'il était droitier, je pense qu'il écrirait de manière très très différente. Je me suis posé la question, effectivement, et d'ailleurs c'est assez troublant parce que les images que j'ai montrées au tout début où on voit des scribes, c'est toujours dans un sens. Enfin, quasiment, il y a assez peu d'images de scribes dans l'autre sens, c'est-à-dire comme Jean-Christophe Normand, où on le verrait du côté de la main gauche, en fait. On voit toujours une main droite et un corps qui est porté vers la droite, qui est porté aussi vers le sens de l'écriture. Donc effectivement, cette question de la main gauche, elle m'a... Je ne sais pas quoi en faire encore, mais elle n'est pas anodine, forcément elle n'est pas anodine. Mais en même temps, est-ce que ça serait vraiment différent s'il avait le livre dans la main gauche et je ne sais pas. Mais effectivement, il y a un sens. Il y a ce sens-là qui fait que le livre est toujours devant, peut-être. Voilà, la différence, elle est là. C'est que le livre, il est devant. Vous aviez une question, en fait, Un écrit parmi l'espace graphique de la ville. Ah. C'est plutôt une remarque. Oui, bah... Je ne sais pas très bien si c'est une dimension qu'il intègre véritablement, d'autant plus qu'il a quand même le regard complètement au sol, en fait. Et que ce regard-là ne se lève presque pas. Ce sont les images qu'il prend, lui, ou qu'il fait prendre, parce qu'il est filmé, ou parfois on l'accompagne pour le prendre en photo. Mais sinon... comme il le dit, il n'est pas du tout, il ne décide pas avant. En fait, il ne regarde pas la rue en se disant je vais écrire là. Il commence à un moment donné et puis son regard suit. Mais j'arrive pas à sortir du film. Je sais pas pourquoi. Je voulais vous remontrer des images. Je sais pas comment je peux faire. Non, c'est pas ça du tout. Pardon. On va faire comment? Je sais pas comment faire moi. Ah voilà. Pardon, je vais remontrer les images. Si on a le temps, je ne sais pas si... Oui, on en compte. Voilà, par exemple, là, on voit que des corps qui sont vers la droite, et puis d'un coup, boum. Qu'est-ce que je voulais... Voilà, oui, sur la question de la dimension graphique aussi, il y a je l'ai évoqué peut-être un peu rapidement, mais c'est voué à disparaître, ça disparaît. D'ailleurs, les gens marchent dessus, en fait. D'ailleurs, la preuve, là, ils marchent dessus, ça s'efface, mais ils regardent aussi, ça, il me l'a raconté, par exemple, les gens marchent, et puis leur chaussure a pris l'empreinte de la craie, et donc ils continuent à marcher, et puis le texte se déplace, en fait. C'est-à-dire des morceaux de texte, plus exactement, des morceaux de texte se poursuivent en dehors de sa propre ligne. Donc je ne suis pas sûre qu'il intègre véritablement la ligne d'écriture au sein d'un espace graphique, même si, effectivement, vous avez raison, il est existant. Mais par contre, il regarde, il a cette attention-là, je pense vraiment... Oui, je trouve ce rapport au sol, il est très intéressant. Il regarde des pieds, quoi. Il regarde le sol, mais il regarde aussi, il n'y a que des pieds autour de lui. Et la manière dont le texte peut continuer à se déplacer hors de sa propre ligne à lui, c'est justement avec les pieds des gens. Donc, il entend des voix, mais il regarde des pieds. Et puis, pour finir sur la question de l'affrontement des corps, oui, en fait, moi, je l'ai lu comme un corps à corps. Enfin, il y a un corps à corps avec le texte aussi. C'est pour ça que j'ai insisté un peu sur la dimension physique, de l'épreuve physique. C'est lui qui m'a dit c'est une épreuve énorme. Et sachant qu'effectivement, il était un sportif de haut niveau qui grimpait en haut des montagnes. Je pense que quand il dit ça, il mesure aussi la question de la résistance physique, de l'épuisement physique que ça peut produire. Et il dit d'ailleurs, j'arrête en fait, c'est un projet qui est clos, qui est fini, parce que c'était très dur, et il ne poursuivra pas, il va continuer à lire des textes, mais pas de cette manière-là, plus de cette manière-là en tout cas.
J'ai deux questions un peu différentes, mais qui vont en écho direct avec ce qui vient d'être évoqué. D'une part, par rapport au dernier point, c'est sur cette idée de la performance, en fait. C'est-à-dire, tu as dit qu'il hésitait à employer le terme, si ce n'est peut-être dans le sens sportif du terme. C'est-à-dire, il y a une performance physique, effectivement. Mais je trouve ça intéressant, cette question de quand faut-il, ou quand, du moins, je sais pas si c'est une question de le falloir ou pas, mais quand est-ce qu'un artiste décide ou non à propos de la lecture de considérer que c'est de la performance ou non. Alors je sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu peux revenir un petit peu. Et puis par rapport à la question de l'espace, je me suis posé la question de comment, de son point de vue, il voit l'effet de son acte d'écriture sur la ville, parce qu'évidemment on voit bien ce que la ville fait au texte, à la perception du texte, mais est-ce qu'il y a aussi de sa part, je connais pas assez le reste de son travail pour m'en rendre compte, une volonté de faire quelque chose à l'espace urbain. Je pensais à une formule de Pierre Faucheux. Tu as montré une version du livre de poche de Ulysse, dont la couverture a été réalisée par Pierre Faucheux, là, avec le petit labyrinthe de papier, enfin l'enroulement de papier. Et Pierre Faucheux parlait d'écrire l'espace pour qualifier son rapport à l'architecture et à l'urbanisme, puisqu'il était à la fois graphiste et architecte. Et je me dis qu'il y a aussi peut-être quelque chose de cette idée d'écrire l'espace, c'est-à-dire de configurer, de transformer un rapport à l'espace. Alors là, il se trouve par un rapport d'écriture, justement, par une pratique d'écriture très, très concrètement. Bon, c'est deux choses différentes. Oui. Alors sur la question de la performance, il dit qu'il hésite parce que justement, je le dis peut-être un peu vite, il n'y a aucune de tout ce qui entoure le fait de faire une performance. C'est-à-dire qu'il prévient personne. Il n'y a pas de public, au sens où il n'y a pas de public qui serait un public désigné, en fait, pour cet événement-là. Donc, c'est pas un événement. Oui, il y a des témoins, mais pas de public. Il y a des témoins éventuels, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il va tout seul avec sa boîte de craie, et puis son texte, et puis il commence, en fait. Donc, la plupart du temps, et pendant très longtemps, c'est lui qui a documenté, en fait, ses écritures, ses lectures-écritures. Il y a eu ce film que je vous ai montré, mais c'est le seul, en fait. Sinon, c'est lui qui est tout seul et qui. Donc voilà, la question de la performance, elle lui pose problème parce que à aucun moment il entoure tout ça. Mais en même temps, il en montre quand même le résultat dans des expositions. Donc il a pour l'instant pas réussi à résoudre cette ambiguïté ou plutôt cette ambivalence de la question de la performance et ou de l'expérience. Voilà, ça reste pas clair pour lui. Ensuite, sur la question de l'espace graphique, en fait, ou urbain plutôt, urbain là, ouais. Comme un espace graphique. Ou pas que comme espace graphique, aussi comme espace architectural, parce que tu as insisté sur le rapport au sol. Effectivement, bon, c'est très juste, l'espace urbain est plein de signes, mais avant même cela, disons, vraiment comme configuration spatiale, quoi. Est-ce que le fait de créer un parcours dans une ville, tu le dis, le parcours est pas prédéfini, mais de fait, il le crée. Est-ce que si on suit cette ligne, il y a aussi un rapport à l'espace urbain qui s'instaure pour les lecteurs, en fait, ou les lectrices? Peut-être plus que de lire le texte, ce serait lire la ville à travers un geste d'inscription dans son espace? Oui, je sais pas très bien, parce qu'en même temps, quand tu regardes un petit peu comment ça se passe dans le film, là, et lui, le récit qu'il peut en faire, c'est qu'au fond, la lecture, elle abstrait aussi de la ville, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu commences à lire, tu n'es plus dans la ville. Tu es dans la lecture, justement. Tu es dans le texte. Et je pense que lui, il a ce rapport-là. Et que quand tu regardes des passants qui commencent à lire, tu vois bien qu'ils ne sont plus dans la ville. Ils sont ailleurs, et que le déplacement auquel je pensais, c'est ça. En fait. C'est un déplacement qui est à la fois un déplacement, effectivement, comme tu l'évoquais en introduction, un déplacement du texte hors du livre, mais c'est aussi un déplacement du lecteur hors de l'espace de la lecture. Peut-être une dernière question. Oui, je voudrais te dire, tu as laissé ouvert la question de la performance. Sera pas l'endurance, sera pas quelque chose lié à son. Il était un alpiniste de haut niveau. Quand on parle de terrain, on ne parlera pas de topographie, tu avais parlé de ça aussi. Peut-être il y a ce rapport à ce qu'il a fait avec son corps, tu l'aurais dit, toi, qu'il revienne avec c'est très difficile ce travail, j'arrête. Peut-être la performance, elle est liée à l'endurance, pas nécessairement. Et donc là, il y a quand même quelque chose que c'est lié à lui, à son histoire. Oui, sans doute. Alors, il a quand même.
il s'arrête, c'est jamais plus d'une journée, sachant aussi que là, pour le coup, le texte lui-même est important, c'est un texte qui dure une journée. Donc en fait, il aussi, le temps de l'expérience performance qu'il fait, elle correspond aussi au temps du texte, en fait, enfin au temps supposé du texte. Elle n'excède jamais, voilà, de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse écrire ça pendant plus d'une journée, mais... Merci beaucoup, c'était passionnant. Je vous propose que l'on écoute Barbara Bourchenin, et puis en discutant à la fin de la matinée, on pourra éventuellement croiser les interventions et y revenir à nouveau. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie à la fois Lison, Jérôme et tout le collectif de m'accueillir une nouvelle fois ici à l'INHA. Merci aussi pour cette première présentation qui était passionnante. Donc ici, je propose donc une communication intitulée « Conteuses et conteurs benjaminiens ou benjaminiennes de l'art actuel », dans laquelle donc, il s'agira de revenir sur deux œuvres, une de Anne Hamilton et une autre de Fabio Godinho et Marco Godinho, donc son frère. Je vais rapprocher un tout petit peu le micro. C'est mieux, parfait. Donc je démarre en tout cas avec une citation ici de Walter Benjamin en revenant sur ce texte, Le Conteur. Donc, en 1936, Walter Benjamin, dans Le Conteur, mentionne qu'il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter une histoire. C'est comme si nous étions privés d'une faculté qui nous semblait inaliénable, la plus assurée entre toutes, la faculté d'échanger des expériences. Ce faisant, il dessine la double fonction du conteur, être à la fois le catalyseur des expériences de la communauté qui l'accueille et incarner une parole qui embrasse la fatalité de sa propre destinée. Je reprends ici des réflexions que Muriel Pic a pu mener à propos de ce texte. Ce texte qui nous servira donc ici de cadre d'exploration pour deux performances que je mentionnais tout à l'heure, donc deux performances de lecture actuelles, celle proposée par Anne Hamilton dans Linéament en 1994 et Left to Their Own Fate de Fabio Godinho, lisant l'Odyssée d'Homère pour la Biennale de Venise en 2017. Donc c'est son frère Marco Godinho qui représente le pavillon du Luxembourg en 2017. Et donc Fabio Godinho participe ici à cette vidéo, Left to Their Own Fate. Ce diptyque répond peut-être à la dualité prototypique que Walter Benjamin propose pour penser le conteur ou la conteuse. Je cite de nouveau ici Walter Benjamin, qui nous dit « Si l'on veut se représenter ces deux groupes sous les traits de leur prototype archaïque, on peut dire que le premier s'incarne dans le laboureur, le second dans le navigateur commerçant. Chez Anne Hamilton, le rapport au labour apparaît dans le champ planté de signes pelautés de l'œuvre. Fabio Godinho, qui est acteur, incarne peut-être la figure du conteur voyageur puisqu'il met en abîme et performe le personnage d'Ulysse lors de son Odyssée. Anne Hamilton, ici, est la paysanne qui fait de l'activité lectrice la création d'un paysage, d'une page au sens étymologique de pagus. Le pouvoir germinatif du livre se retrouve dans les livres-balles apparentés à des graines que l'on voit ici donc sur cette table. La performance est une agriculture, elle cultive un champ, celui de l'action artistique. Pour Sylvain Tesson, cette agriculture, je le cite ici, signale la présence de la civilisation, sépare les hommes et les barbares. Hésiode révèle dans Les Travaux et les Jours que les dieux ont caché la nourriture aux hommes, charge à l'homme paysan, et ici à la femme artiste, de révéler ce qui a été dissimulé. Heidegger compara le poète au cultivateur, tous deux appelés à produire ce qui flotte dans l'informe, en attente d'une épiphanie. Donc, ici, je termine avec la citation de Tesson. Cette lecture, donc, incarnée plastiquement, est productrice donc d'une certaine forme d'humanité. Fabio Godinho, lui, est le marin qui sillonne, peut-être, métaphoriquement les mers et mesure, à mesure qu'il lit et qu'il scrute donc ce lointain horizon,
quand il disperse le livre. La polarité archétypale du conteur prend chez Benjamin la forme d'une mise en abîme de figures contradictoires et hétérogènes. De même, nous proposons ici, plutôt qu'un exercice classique d'analyse, finalement une présentation qui serait de l'ordre du racontage, faite peut-être de mise en abîme successives de la figure du conteur. Ainsi, à travers la lecture de ces deux œuvres, nous envisagerons Anna Milton peut-être en Pénélope, Ulysse en Fabio Godinho et inversement, ou encore Sylvain Tesson en Homère, puisque je m'appuie ici sur les émissions radiophoniques qu'il a consacrées à l'Iliade et l'Odyssée, et avec lesquelles j'essaye de penser peut-être ou lire le travail de Fabio Godinho. De même, on pourrait dire que le spectateur se mue lui aussi en lecteur de l'art. Je ne reviens pas ici peut-être sur ce qu'Emmanuel Alloy a appelé le tournant lectoral peut-être de l'art. Mais donc ce spectateur se mue, il me semble, en lecteur, tout comme Ulysse est un lecteur de la musique des Ressac et Homère, le nom donné à une collectivité de rhapsodes. À travers le travail de Marco Godinho et celui de Anna Milton, nous souhaitons interroger ici les fondements divinatoires d'une lecture plasticienne des événements historiques, migratoires, colonisateurs chez Anna Milton. Comment la définition benjaminienne du conteur, donc, et la part de fatalisme et d'altération aussi qu'elle contient, s'incarne finalement dans ces pratiques. Les deux artistes ici orchestrent des lectures empathiques qui réactivent un paradigme mantique et divinatoire d'appréhension du monde par, là aussi, l'entremise d'une corporéité explicite de la lecture. Sylvain Tesson, d'ailleurs, à propos des chants de l'Iliade et l'Odyssée, nous dit que c'est en vertu de sa force mantique que le verbe mythologique a traversé les millénaires pour parvenir à nous. L'incommunicabilité de la lecture et le refus de son efficacité dans ses propositions plastiques concourent à l'instauration d'un modèle prélogique de lecture de l'art qui réactive la force mantique dont il était déjà question dans l'Odyssée. Alors je m'attarde un peu à présent sur les travaux de Anna Milton, et avant d'arriver peut-être à l'œuvre linéamment, je reviens sur deux autres installations, performances, là aussi on pourrait discuter certainement de la terminologie à donner à ces œuvres. Donc deux autres qui sont quasiment contemporaines de linéamment, qui a lieu en 1994. Donc, les œuvres de Anna Milton, ici en tant qu'objet donc complexe, fondent un rapport au corps qui est renouvelé dans la lecture. Le langage pathique du corps déconstruit les habitudes langagières du livre pour s'ouvrir à ce qu'on pourrait appeler une esthésiologie de la lecture. La lecture de l'œuvre d'art incarne donc une forme d'antéprédicatif, une lecture pré-intelligible ou pré-logique qui n'est possible qu'à travers une expérience pathique de lecture qui va réorganiser le soma du spectateur immergé et inclus dans les actions accomplies. D'Anthropos, donc ici cette œuvre qui est datée de 93-94, l'odeur du papier brûlé, cautérisé, va se mêler au bruit du crin, donc crissant sous les pas, et d'une lecture marmonnée, inaudible presque. L'intensité ondoyante de la lecture ici s'adjoint aux intensités seuil du spectateur. Un sentiment océanique participe d'un sentiment d'unité cosmique, universelle, du lecteur et de l'œuvre à lire. La lecture océanique proposée ici est renforcée par l'activation, par la déambulation aussi, d'un enregistrement sonore. Se distingue alors le faible murmure d'un homme, struggling to speak, nous dit l'artiste, donc qui lutte pour se faire entendre, depuis l'extérieur de l'entrepôt. La voix, supposée audible et intelligible, est volontairement rendue sibylline. L'artiste mentionne que l'homme donc fait un effort, lutte pour parler. La lecture, sa déconstruction et sa contagion éprouvent le spectateur dans sa saisie de l'expérience. On peut se demander que dit cet homme ? Est-ce qu'il répète la lecture de ce livre que l'on est en train de brûler, de cautériser ? Alors à ces questions, là aussi, l'artiste n'apporte pas de réponse claire,
Et finalement, on peut se demander donc si il faut se préoccuper du contenu et de la signification à proprement parler de cet audio marmonné finalement. Donc là encore, rien n'est moins sûr. L'obscur chuchotement n'a pour fonction que d'attiser notre oui. Et l'ouverture de ce seuil perceptif ne se fait que dans la perte du sens peut-être et de l'intelligible des mots. Autre œuvre ici de Anna Milton, Indigo Blue, donc vous voyez qui date de 91 mais qui a été réactivée en 2017. Donc ici dans Indigo Blue, c'est l'histoire économique et commerciale du bleu indigo comme couleur et teinture qui se mêle à celle des travailleurs des manufactures de Charleston. La lecture effacement ici se fait silencieuse. À la mécanique scripturale d'impression s'oppose une mécanique du défaire, du délier, pour ne pas dire du délire, et du désactiver. L'artiste elle a parlé de unmaking, ou de unacting aussi. Donc le corps de l'effaceur ici devient métonymique du corps de l'ouvrier, et plus encore du corps social, collectif des travailleurs qui a constitué l'histoire du lieu. L'œuvre est donc définie par Anna Milton comme une histoire sociale du bleu, mais c'est surtout une économie de la langue, du mot et de la parole qui semble s'y jouer. L'effacement minutieux, lent et long du manuel militaire, à l'aide de la salive de la lectrice ou du lecteur, vient littéralement miner la langue dominante du livre. Alors là aussi, selon les légendes, alors parfois les actions se font directement, on efface avec le doigt, ou alors on efface avec une gomme qu'on vient là aussi imbiber de salive. Il y a deux possibilités dans les réactivations. Alors j'en arrive peut-être ici à l'œuvre linéairement, donc que je présentais en introduction, et dans laquelle nous sommes face à une lectrice ou un lecteur dans un temps et un espace suspendus, littéralement, puisque le dispositif nous propose une table qui est comme flottante dans l'espace. Donc, attablée à un plateau de contreplaqué, lieu de l'atelier nomade, la lectrice défait le livre et son texte, suit le fil de leur trame pour la détisser. Anna Milton métamorphose le livre autant qu'elle le malmène. Le texte qu'il contient a soigneusement été prédécoupé et monté en une bande de papier continu. La figure lectrice soulève et enroule cette ligne jusqu'à évider le livre-mère, matrice en négatif, et former un nouveau livre que Anna Milton va appeler livre-ball, book ball. Donc de l'espace plan de la page à l'espace tridimensionnel de la sphère, qu'on voit ici en train de se constitué, le livre expérimente son devenir volume, propagé en une multitude d'objets-livres qui transforment l'espace de la table en un paysage de signes pelotés sur eux-mêmes. Quand notre attention se fixe premièrement sur les objets ainsi façonnés, notre corps rapidement se projette peut-être dans le processus performatif qui génère l'installation. Lectrice devenue tisseuse, la figure active du projet incarne un agir lecteur singulier. Autour d'elle, les 3 panneaux de tissu, alors gaze ou tarlatane, qui encadrent son geste, représentent, une fois projeté au mur, le métier à tisser, outil d'une nouvelle Pénélope en ombre chinoise. Maîtresse en art de la ruse, Pénélope feint de tisser patiemment un voile le jour, donc futur linceul d'Ulysse, qui n'est toujours pas revenu, tandis que la nuit, à la lumière d'une chandelle ou d'une lampe, elle défait systématiquement son ouvrage. Pénélope, supposée spectatrice de sa destinée, n'en est pas moins actrice d'une textique secondaire. Elle, la tisseuse, la femme de l'entrelac et du désœuvrement, réalise à sa manière une lecture. En pelotant le texte, Anna Milton propose un geste textile qui fait de Pénélope une conteuse qui, je cite ici Walter Benjamin, une conteuse qui noue le filet où repose le don de raconter. Pour Sylvain Tesson, la tapisserie de Pénélope constitue le symbole de la trame en voie de renouement. Le tissage est ainsi un modèle artisanal de labeur, celui de l'absorption dans le travail manuel, lieu de recueil du partage d'expériences et d'imprégnation.
De même, créer et lire artistiquement sont des gestes. Ces actions engagent une corporéité à la source de l'expérience esthétique. Le tissage, fait geste artistique d'un délire de livre ici, esquisse la figure de la conteuse qui renoue la trame du sens et de la vie. Pareillement, le moment hors du temps de l'action performée témoigne d'une lecture de nuit, lieu propice au défaire et à la dessaisie des habitus, à la lumière donc d'un projecteur cette fois. Le dispositif optique ainsi créé rejoue encore symboliquement le mythe d'origine de la peinture ou du dessin. On pense au mythe de la fille du potier de Dibutade, qui travaille elle aussi avec l'ombre. Pourtant ici, on voit se fonder peut-être un autre mythe, celui de l'origine d'une lecture. Linéamment esquisse les grandes lignes d'un paradigme lecteur plasticien, une lecture qui, issue de la ligne et des processus qui lui incombent, striage, esquisse, division, diagramme, se redéfinit comme exercice divinatoire. Car le linéament renvoie explicitement, donc linéament du titre de l'œuvre ici, renvoie explicitement à la sphère de la chiromancie ou des lignes de la main, dessine un réseau abstrait propice donc à l'activité de lecture. De sorte que cette scène incarne le paradigme d'une lecture mantique des œuvres. Avec Anna Hamilton, la lecture qui consiste à tirer le fil du sens engage aussi une extraction du textuel et du sémantique dénoté. Alors on peut parler de démédiation peut-être du livre ou d'une forme d'illettrisme volontaire pour explorer justement une mantique de la lecture. Si bien que lire, chez Anna Hamilton, s'entend davantage comme un acte de montage, moment où on relit, alors L-I-E mais L-I-T aussi, les choses plutôt que comme véritable saisie d'un sens. Pratique magique et augurale antique, la mantique renoue avec une appréhension lectrice et relationnelle du monde. L'étrangeté de ce geste de lecture tient à la superposition d'un geste mystérieux, défaire le livre, et d'un geste créateur, planter un champ de signes, donc ici les livres balles, comme des graines, sur la table devenue pagus, moins page que champ agraire. Presque alchimique, le geste de cette nouvelle Pénélope figure une lecture comme poétique performative. Dans le dispositif plastique de l'installation, livres, tables et cadres lumineux délimitent des champs d'action et de contemplation. Ils se transforment en templa, où la lecture mantique de l'œuvre se nourrit aux puissances obscures de l'imagination. Quand j'évoque les templas, je renvoie ici au templum. Alors c'est Georges Didier Huberman qui a défini le templum comme un espace en fait que l'on va délimiter pour pouvoir justement faire une lecture augurale peut-être du monde. Ici, l'événement de lecture rassemble donc des liés et des lires, des sémantisations de l'œuvre textuelle et fondements occultes et déraisonnables de sa lecture. À la manière dont les représentations de foies de moutons étrusques ou babyloniens ouvrent l'Atlas mnémosine warburgien, c'est la première planche, le travail de Anna Hamilton ici inaugure l'idée d'un livre et d'une œuvre comme lieu de dissection d'une lecture. En ce sens, l'âme antique est un paradigme fondamental pour toute connaissance qui cherche à extraire l'intelligible à partir du sensible. J'en arrive à présent à la proposition de lecture de Fabio Godinho. Donc ici, on voit une vue justement de la vidéo qui a été diffusée à l'Arsenal en 2017 pour le pavillon donc, luxembourgeois. Ici, dans cette performance filmée, lire consiste en un geste initial d'ouverture. Ouvrir le livre, c'est déjà le déchirer, produire une dislocation minimale de sa forme, engager une dispersion de son unité. La division dans les pratiques contemporaines et actuelles du livre s'incarne souvent dans des gestes incisifs et radicaux. Alors chez Anna Hamilton, par exemple, on trouve des photographies de livres vus en coupe. Ici, Fabio Godinho donc, propose de désolidariser les pages du dos du livre. Donc, incluse à l'installation de l'Arsenal, la performance de lecture met en scène l'acteur et frère de l'artiste, donc Fabio Godinho, lisant l'Odyssée d'Homère et arrachant chaque page lue du livre, la retournant à la mer. Donc j'ai peut-être une vidéo qui n'est pas de très bonne qualité peut-être, mais qui en tout cas nous donne une idée. On en a vu un petit extrait tout à l'heure. Je ne sais pas si elle se relance.
voilà, le son n'est peut-être pas nécessaire, puisque finalement, donc là, c'est une captation de la vidéo qui a été diffusée lors d'une des expositions de ce travail, et finalement, le son n'est pas très bon, hein. On entend le vent, on entend les éléments davantage que la lecture ici qui est faite. Cette découpe du livre pourrait faire écho à une pratique de lecture parmi les méthodes de l'éducation populaire. L'arpentage, qui consiste donc à déchirer les pages d'un livre et à les répartir dans un groupe pour co-construire la lecture. Cette pratique sacrifie l'objet livre au profit d'un idéal de lecture universelle, accessible et commune. Ce geste de partage répond à un geste sacral qui impute ou ampute un texte désormais séparé. Geste dont l'idée de découpe trouverait son origine dans des pratiques sacrificielles delphiques, instaurant les origines sacrificielles d'une poétique de lecture plastique. Pour lire et livrer le monde, le conteur ou la conteuse accepte que lire est une découpe. La dialectique livre-lecture se cristallise donc dans une altération, celle de l'artefact à lire et de sa lecture qui littéralement étrange sa langue. De simple destruction événementielle, la facture du livre altéré devient transgression fondamentale, geste nécessaire à l'examen d'une lecture de l'art. Pour Sylvain Tesson, qui se risque, lui aussi, le temps d'un été avec Homère, à la lecture de l'Iliade et de l'Odyssée, les Grecs nous renseignent sur ce que nous ne sommes pas encore devenus. Tout événement contemporain trouve écho dans le poème, ou plus précisément, chaque soubresaut historique est le reflet de sa prémonition homérique. Je citais jusque-là Sylvain Tesson. Fabio Godinho, en lisant à haute voix l'Odyssée, réactive donc une lecture présage. Le texte homérique est une prescience qui éclaire les événements méditerranéens de notre contemporanéité. Ici, je cite de nouveau Sylvain Tesson qui nous dit « Au cours des années 2000, au début de la crise des réfugiés, dans la même mer que parcouraient les nefs achéennes, les hommes fuyaient les exactions des musulmans fanatiques. Les migrants, en 9 langues dans le texte, échoués sur des plages, se noyaient en pleine mer. » La dissémination du poème fondateur de la civilisation occidentale permet, selon l'artiste, de le retourner à son imaginaire fondamental. Proposition plastique en lien direct donc avec les migrants pris par la mer, l'enfouissement du livre symbolise un geste d'offrande, un geste sacrificiel régénérant. La mer devient le lieu de l'oubli nécessaire, la lecture une capacité d'oubli réparatrice. L'étendue bleue, espace de migration d'hommes et d'objets, se fait le théâtre du tragique et du politique. Pour Sylvain Tesson, la mer n'est pas l'ami et la mort dans la mer est le cauchemar de l'homme. L'écume efface tout. Dans la bave de l'oubli, qui se souvient des noyés? Personne. Qui se souvient du héros retourné au rivage? L'humanité entière. La lecture de Fabio Godinho est soumise aux éléments cosmiques, vent, lumière de plomb. Sans le savoir, l'artiste suit les conseils de lecture de Sylvain Tesson. Sa pratique prescrit une lecture à haute voix, devant la mer, la fenêtre d'une chambre, au sommet d'une montagne. Le livre enracine la voix. Mais survient soudain un vent soufflant en rafale qui d'un coup l'arrache au sol et l'étend sur la terre. Alors ici, ce n'est pas un vers de l'Odyssée, mais c'est un vers de l'Iliade. Ce vers concerne autant les pages éparpillées du livre que le son englouti de la voix. La parole de l'artiste dans cette première partie de la performance reste inadressée. Le pragmatisme du conteur, qui distille de bons conseils à la communauté, selon Walter Benjamin, se heurte à l'incommunicabilité des temps actuels. Mais tout est neuf sous les photons, nous dira encore Tesson. Le soleil méditerranéen transfigure la réalité. S'il fait perdre à Ulysse tout ancrage référentiel, comment définir donc la magicienne ou le cyclope une fois loin d'Ithaque et du connu, Fabio Godinho, en libérant les vers de leur gangue livresque, réinvente la référence au monde et à son Odyssée. La lecture advient comme reliance, elle relie littéralement les pages éparses. Quel est leur trait d'union? La navigation. Le marin circule entre les débris, nous dit Tesson. Cette métaphore maritime invoque une lecture constellatoire et cosmique. L'Odyssée, poème du retour et d'une lecture naturelle, dépeint une quête d'unité. La reliance tantôt évoquée se retrouve dans la suite de cette performance filmée, lorsque Fabio Godinho offre les pages lues aux visiteurs de l'Arsenal à Venise.
Pour Walter Benjamin, la perte de l'art du récit est corrélée aux nouveaux moyens de production modernes, l'imprimerie, le livre, le roman, l'information et la presse, par exemple, qui font disparaître et en même temps révèlent la puissance et la beauté de cet art de l'oralité transmis de bouche en bouche. La mutation des formes épiques, donc qu'il s'agisse du conte ou des légendes, à l'ère de la modernité, trahit pour Benjamin toujours un appauvrissement de l'expérience au contact des mutations et des chocs de l'Anthropocène. Donc Benjamin s'intéresse à l'industrialisation, bien sûr, mais il évoque aussi les guerres, et nous, on peut le rapprocher aussi des crises écologiques, peut-être, que l'on vit actuellement. Pour Benjamin, donc, si l'art de conter est devenu chose rare, cela tient avant tout au progrès de l'information. En cela qu'ils sont conteurs et conteuses, Anna Milton et Fabio Godinho n'informent pas les spectateurs. Leur performance de lecture, sans renoncer au sens, se part d'une forme d'incommunicabilité. Celle-ci s'incarne dans des performances qui détruisent et disloquent le livre. La biblioclastie encourage l'oralité en s'abordant l'expédient à l'information. L'art du conteur est de rapporter une histoire sans l'expliquer. Tesson nous dit « raconter des histoires est le propre de l'homme ». Conteuses et conteurs procèdent par implication, en un sens corporel donc, plutôt que par explication. À l'heure de la révolution communicationnelle et numérique, donc on pourrait qualifier de troisième et quatrième révolution industrielle avec Internet, la numérisation exponentielle aussi, ces nouvelles matérialités du livre induisent un apprentissage spécifique de la lecture et de notre rapport à l'art. Dans le prélude à l'Odyssée traduite et éditée aux éditions Paul en avril 2021, Emmanuel Lascaux nous apprend que la matérialité du livre, sur morceaux de peau, puis fin rouleau de papyrus morcelé, a informé son écriture. C'est-à-dire que très certainement, Homère a réadapté l'écriture de ses chants à la matérialité des supports qui étaient disponibles. On a réadapté en tout cas. Comprendre l'histoire de la lecture implique d'entendre la mobilité et la matérialité des textes, écrits ou non. Apprendre à lire, à écrire, c'est d'abord épeler sa langue dans l'Iliade ou l'Odyssée, nous rappelle Lascaux. L'oralité, la vivacité du verbe est le moyen privilégié d'apprendre à raconter, à compter aussi, puisque les Grecs comptaient avec leurs lettres. En proposant donc des performances où l'altération du livre et l'incommunicabilité sont au cœur de l'expérience, Anna Milton et Fabio Godinho personnifient quelque part la thèse benjaminienne qu'il exprime dans son texte Le Conteur. Non pas en condamnant définitivement la lecture, mais bien plutôt en appelant d'autres manières de lire, mantique plutôt que sémantique, générée par une matérialité, le tout au sein de la communauté lectrice de l'art, condition sine qua non de l'expérience. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors peut-être y a-t-il des questions, des remarques? Oui. Qu'est-ce que c'est comme livre en fait? Alors, souvent justement, ça n'est pas mentionné. C'est-à-dire qu'on a très rarement l'information. Alors ici, on sait qu'il s'agit d'un manuel militaire, par exemple. Voilà. Pour Linéamment, je ne sais pas. D'accord. Donc il y a quelque chose en effet, là aussi, d'une forme d'altération peut-être dans la compréhension de l'ouvrage qui normalement devrait déclencher la lecture, devrait déclencher une saisie de l'ordre du sémantique, mais qui finalement ne le fait pas. Mais donc là, en l'occurrence, c'était un manuel de réglementation militaire, nous dit-on. Donc on est sur un livre qui en tout cas a une forme peut-être d'autorité, quelque chose de cet ordre-là, et l'altération ici, le fait de détruire le livre en l'imbibant de sa salive, en l'occurrence ici, est une manière quelque part de déjouer aussi l'idée d'une et l'information sur justement le fait que ce soit un livre, un manuel militaire, elle est donnée comment par exemple?
Ça, c'est l'artiste qui, voilà, qui va sur son site, alors qu'il y a un site assez fourni et en même temps parfois lacunaire aussi. Donc c'est l'artiste, enfin, ces références-là sont sur le site de l'artiste et en même temps, on a une réception de Anna Milton en France qui est assez discrète, on va dire. Elle a eu une rétrospective avant les années 2000, je crois en 98, quelque chose comme ça, au musée de Lyon. Donc il y a un tout petit catalogue qui s'appelle Past Present qui a été édité, mais dans lequel on trouve finalement là aussi très peu d'informations concrètes sur les pièces qui étaient présentes. Voilà, donc il y a des lacunes là aussi dans la réception peut-être de cette œuvre de Anna Milton. Ouais. Il y a une thèse, je crois, qui a été réalisée en 2019 sur elle, donc en espérant que ça permette peut-être d'avoir des informations plus fouillées sur ces travaux. Merci en tout cas pour cette présentation. Merci. J'ai une question un peu générale, mais avant ça, une autre question plutôt technique, disons, c'est sur le moment où donc Marco Godinho distribue les pages, enfin offre les pages, tu as dit, aux visiteurs de l'exposition. Est-ce que tu en sais plus sur la façon dont ça se passe, sur l'échange qui a lieu ou pas à ce moment-là? Alors, a priori, donc dans l'installation proposée à l'Arsenal, il y avait à la fois la vidéo projetée et également la présence donc du frère de Marco Godinho, Fabio Godinho, qui a réalisé donc cette lecture de l'Odyssée in situ, si je puis dire. Donc c'est une lecture qui a duré 2 jours. Et donc, alors ici, après chaque page lue, la page est arrachée du livre et donc offerte aux spectateurs qui sont présents. Donc, on le voit ici en train certainement d'échanger. Donc, on imagine là aussi que c'est une lecture qui va subir certaines interruptions. C'est une lecture qui, contrairement peut-être à la lecture solitaire que la vidéo propose, va générer aussi des syncopes et en tout cas une forme de partage davantage explicite ici. Ouais. Pour y avoir assisté, en fait, Fabio Godinho ne parlait pas. En fait, il lisait juste son texte et il arrachait les pages et il les donnait. Il continuait en fait à déambuler dans l'espace. Donc il y a ce moment de partage effectivement et de coupure qui est lié à l'arrachage de la page, au déchirement et au don, mais sinon il est acteur. Donc en fait il est dans cette position-là qui est une position qu'on pourrait presque dire en l'occurrence la performative au sens où il discute pas avec les gens en fait. Il y a vraiment il se met dans la position de celui qui se promène dans l'espace et qui fait une performance en fait. Mais on est quand même dans une forme d'interaction corporelle. Ah oui, tout à fait. Oui. Dans tout ce que tu as présenté et décrit, et d'ailleurs tu as employé ce terme de communicabilité de la lecture, il y a toujours quelque chose qui en termes de communication est assez contraint, entravé, impossible ou contrarié, je ne sais pas comment il faut le dire. Et je me demandais si les 2 conteurs que tu as présentés, conteurs, conteuses, ne le sont pas dans une situation où les artistes auraient acté la disparition de cette figure, puisque Benjamin, il dit que la disparition de la figure du conteur, elle est liée à un contexte où l'information supplante la communication. Ça, tu l'as très bien dit également. Et il voit là-dedans une forme de crise de l'expérience, en fait. Et là, l'expérience qui est proposée, c'est celle de l'incommunicabilité, comme tu l'as dit à chaque fois. Alors, c'est celle que eux, je pense, lui et elle font du texte, et peut-être plus encore celle que font les spectateurs et les spectatrices du travail. Donc, est-ce que ce ne sont pas des conteurs si on résumait, mais c'est pas dans ces termes-là que tu l'as formulé, d'une situation post-conte, disons, c'est un peu horrible cette terminologie, mais où la figure initiale, on va dire, du conteur a effectivement disparu, il ne peut persister que dans une situation un peu contrariée vis-à-vis de son auditoire, où, enfin, Benjamin, il ne parle pas que du conteur oral, puisque le texte porte plutôt sur le travail d'un écrivain à la base, mais en tout cas de sa réception, disons.
Oui, alors donc dans le texte de Benjamin, en effet, hein, il y a une forme de pessimisme aussi quelque part. Hein. Il acte, comme tu dis, une forme de déchéance aussi de cette figure. Je pense que ici, Anna Milton et Fabio Godinho représentent cette situation d'incommunicabilité. Mais finalement, les œuvres qui sont présentées, elles, je l'espère en tout cas, ne sont pas vouées à l'incommunicabilité. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas vouées à l'échec peut-être justement du conte qui peut se nouer autour d'elles. Hein. C'est-à-dire qu'elles relancent une forme de lecture, même si elles représentent ou elles incarnent une forme de lecture contrariée. Je ne sais pas si je réponds ici, Jérôme. Complètement. Des questions, des remarques? Une question ici. Ah oui, pardon. Tu as parlé des sacrifices quand il y avait ces feuilles. Et j'aimerais bien que tu parles que dans les deux artistes, il y a une sorte de sacrifice de l'objet libre. Donc, je voudrais que tu parles de comment désacralise cet objet. Oui, alors on est tout à fait dans une forme de désacralisation et de. Alors j'évoquais l'idée dans nos sacrifices, dans le geste qui est celui justement hein, du délié. Hein. Bon, on est sur des livres qui ne sont pas forcément reliés, en tout cas on l'imagine pour Fabio Godinho. Donc l'arrachage des pages est d'autant plus facilité peut-être. Mais on est en tout cas, oui, tout à fait dans forcément le sacrifice du livre-objet au profit certainement d'une lisibilité, ou en tout cas d'une lecture qui va se renouveler. Pourquoi je parle de lisibilité? Parce que finalement, cette notion de lisibilité, elle traverse aussi le travail de Benjamin. Et la question, c'est bien de se demander quelle lisibilité ces performances, peut-être, entraînent-elles. Hein. On n'est plus sur une approche ici textuelle, on n'est plus strictement dans le champ d'une lecture textuelle ou littéraire, peut-être, mais on va vers une lecture qui est démédiée, quelque part. Hein. Et il y a une dissociation, enfin c'est là qu'il y a peut-être une désacralisation, c'est qu'il y a une dissociation de l'objet et de ce qu'il contient, disons, parce que la sacralité du livre, elle est liée à une forme de croyance en l'indissociabilité du texte et du support qui l'accueille. Et si on attaque le support, ça veut dire que quelque part on attaquerait l'œuvre. Or, on peut voir aussi les choses de manière beaucoup plus matérialiste et très différente. Ce qui est le cas dans l'arpentage, par exemple, que tu as pris comme référence à un moment donné, où souvent le geste d'éliter le livre, qui est pas obligatoire, mais qui est fréquent au départ de cette pratique collective, est vu comme quelque chose d'un peu sacrilège, et les arpenteurs considèrent que c'est pas une destruction du livre, puisque ce n'est jamais qu'une modalité parmi d'autres possibles de sa lecture et de sa mise en circulation, et que précisément le texte en tant qu'œuvre de l'esprit, disons, n'est pas détruit, mais mis en partage et lu. Et c'est aussi, j'ai l'impression, sur cette conviction que reposent ces pratiques-là. Il y a l'œuvre de l'esprit, il y a l'objet qui l'accueille. Évidemment, il y a un moment où il y a une sorte de congruence ou de superposition des deux, mais en détruisant l'objet, il y a toujours circulation de l'œuvre malgré tout. Oui, il y a toujours circulation de l'œuvre, il y a même transformation. On le voit bien chez Anna Milton, elle produit un autre objet qui devient, pour le coup, une sculpture de livre, quelque part. Donc on est dans quelque chose de l'ordre de la transformation. Il me semble que c'est aussi à la base de la lecture. Alors bon, j'ai évoqué, on a un petit peu parlé, hein, cette question de l'arpentage sans... en tout cas, si arpentage il y a ici avec Fabio Godinho, c'est un arpentage qui perd sa visée première, hein, puisque l'idée de l'arpentage, c'est quand même une pratique aussi justement
d'unité ou de recréer, enfin, l'idée de recréer peut-être l'unité de sens d'un texte de manière commune. Ici, dans la vidéo, en tout cas, cette unité de sens est définitivement perdue au moment où le livre est on va dire, dispersé à la surface du sol. Dans l'arpentage, il y a effectivement ce contexte communautaire et collectif qui est très différent de là, mais peut-être que dans une version, alors j'allais dire esthétisée, c'est pas le terme en fait qui est juste, je pense, mais où néanmoins on peut trouver un point commun, c'est que il me semble que dans la pratique de l'arpentage, il y a quelque chose d'assez singulier, qui est que le rapport de subjectivation au livre qui est lu, au texte qui est lu, prime sur son interprétation critique et théorique, ou du moins si ça prime pas en termes d'importance, ça vient de façon préalable en tout cas, et il y a d'abord cette question de se situer personnellement par rapport au texte avant d'en faire l'analyse critique, académique, disons, et donc d'une façon un peu extrême, qui tient peut-être au fait qu'on est dans une pratique de lecture artiste, il y a cette forme de subjectivation très, très forte ici, où bon, le collectif a disparu, mais l'artiste définit sa lecture d'abord par un engagement de lui en tant que sujet, sa subjectivité au sens littéral du terme vis-à-vis du livre. Ouais, finalement, quand j'évoque peut-être la réactivation d'un paradigme mantique, il y a un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire l'idée d'une forme de lecture prélogique, hein, quand tu évoques l'idée d'une interprétation qui est secondaire peut-être dans les pratiques d'arpentage. Ici, la lecture qui justement implique à la fois le corps, peut-être une forme d'intuition aussi, une subjectivation comme tu dis, va être première et va prévaloir sur des formes davantage critiques et attendues peut-être d'une lecture. D'autres remarques ou interrogations ou questions? Bonjour, j'ai une question toute simple par rapport en fait à la performance de Anne Hamilton. Je vous avais parlé du temps de lecture, mais en fait, combien de temps dure la performance et à quoi on assiste en fait? C'est-à-dire, on assiste à toute la performance, ensuite on voit ces espèces de livres boules, et voilà. Merci. Alors là aussi, très peu d'informations sur les temps de lecture. Donc, ce à quoi on a affaire finalement, ce sont des dispositifs. Alors là aussi, Lison Noël a évoqué peut-être cette distinction entre dispositif et protocole. Alors ça n'est pas toujours Anne Hamilton, hein, j'ai pris le féminin quand j'ai parlé de la conteuse, mais ce n'est pas toujours Anne Hamilton qui réalise les performances. Elles peuvent être réactivées, pardon. Mais face à quoi l'on est finalement ici, c'est surtout ce que moi j'appelle une installation, c'est-à-dire un dispositif dans lequel on voit apparaître une forme de lecture qui va être une lecture qui va, on imagine en tout cas, se dérouler le temps de l'exposition. Pour Indigo Blue, hein, c'était donc une installation qui a été commandée commandée par le festival de Spoleto de Charleston. Donc on imagine que durant la durée du festival, là aussi on a une forme de conditionnement certainement extérieur et aussi un conditionnement très matériel, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin du livre, finalement la performance aussi prend fin. Ce qui n'empêche pas ensuite l'installation peut-être d'exister sans la performance aussi. Hein. Donc on est sur un dispositif ici hybride, il me semble, chez Anne Hamilton, mais avec cette idée que, ce que là on peut imaginer, hein, ce que l'on voit. Donc il y a un montage préalable, hein, le livre. Le livre donc est pré-découpé, pré-monté en bande, et on voit un geste qui ici est un geste très théâtralisé. Hein. Finalement, on est dans des dispositifs qui, il me semble, nous apparaissent comme des sortes de tableaux animés. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, surtout dans Linéament, où on joue avec cette projection d'ombre chinoise sur ce mythe peut-être là aussi réactivé de l'origine de la peinture ou du dessin. Les tables ou plateaux, du moins horizontaux, sont suspendus, c'est ça? Oui, ici c'est suspendu. Ouais. C'est un détail que je trouve intéressant, c'est plus tout à fait des tables de fait, mais peut-être plutôt des tableaux.
De toute façon, comme tableau, je parlais de templum tout à l'heure, hein, c'est l'idée de délimiter un champ quelque part. Le livre, lui aussi, quand on parle de lecture, c'est une forme de templum. Il délimite un champ dans lequel on va d'abord de manière optique se projeter et ensuite peut-être de manière plus corporelle l'investir aussi. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'il doit être pas loin de 12h30. Merci beaucoup.